Salut à vous. Salut Fred. Salut Matt. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va les viewers? Oui. Tu fais vachement bien les viewers, Fred, merci. Vous pouvez nous dire en commentaire si ça va, hein. Cool. Alors, dans ce DLV, dans le viseur, on va vous présenter 3 jeux. On va vous présenter Wonderwoods, Volto et aussi Skull King. Pas du tout dans cet ordre parce qu'on va commencer par Skull King. Skull King, c'est un jeu de pli inspiré de la mécanique du whist qui vient d'être réédité. Et tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, je peux vous expliquer comment ça marche. Alors, donc, vous allez tout simplement recevoir un certain nombre de cartes en fonction du nombre de manches. À la première manche, on reçoit une carte, deuxième manche 2 cartes, dixième manche 10 cartes. Et vous allez dire le nombre de plis, annoncer le nombre de plis que vous allez réaliser pendant cette manche. Donc après, c'est un jeu de plis un peu classique, sauf que il y a 3 couleurs, une couleur d'atout, et après il y a des super atouts, les pirates, les sirènes, le Skull King, qui ont tous des interactions entre eux. Additionnellement, vous pouvez déclarer que vous faites 0 plis, et c'est pas du tout une option invalide, puisque vous allez marquer des plis en fonction du nombre de cartes que vous aviez dans la main en début de partie. Sauf que dès que vous chopez un pli, vous chutez et vous allez perdre des points. Et pour cela, il y a des cartes retraite qui vont vous permettre de battre en retraite, de ne jamais gagner un pli. Donc toutes ces cartes vont interagir ensemble, ce sont des atouts qui vont se contrer les uns les autres et qui vont être assez tricky à jouer. Alors Fred, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors c'est un jeu qui a fait quand même beaucoup discuter dans l'équipe, parce qu'on a joué. Alors toi c'est un jeu que t'avais déjà joué, et Thomas et moi tu nous initiais. Et clairement on a été très décontenancés à la fin de la partie en disant mais what the fuck, parce que on a vu plein de défauts mais aussi plein de qualités, et c'est un jeu qui est quand même difficile à classer. C'est un jeu qui de base paraît très simple, c'est censé être très accessible avec à ton tour tu joues une carte, tu fais le pli ou tu fais pas le pli. Tu as tes propositions de nombre de plis que tu vas faire, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein d'autres jeux qui sont plus ou moins similaires. Mais on a trouvé que celui-ci était juste plus compliqué que tous les autres, pour un truc qui est pas tellement plus cérébral, c'est juste la même chose mais en compliqué. Et pourquoi? C'est une bonne question. C'est ça. Alors, la première chose que je peux te dire, c'est que déjà, effectivement, c'est un truc qui est vu, revu, re-revu. Mais on en a parlé, on a bien débriefé longtemps parce que ça a vraiment causé émoi chez nous. Skull King, c'est un jeu effectivement qui a plein de petits pouvoirs, qui n'a rien d'efficace. Vraiment, il n'y a pas le design n'est pas épuré, quoi que ce soit. Il faut vous dire qu'il y a des pirates et des sirènes et le Skull King qui interagissent entre eux de façon assez anarchique, et que du coup le jeu va être anarchique, et que de toute façon quand vous faites une mise et que vous avez 2 cartes en main, il faut annoncer faire 0, 1 ou 2 plis, ça va être anarchique, vous n'avez que 2 cartes. Parce que, et donc imaginez vous jouez à 4, il y a 8 cartes dans le jeu, sur un gros tas de plus de 50 cartes, il faut deviner combien de plis on va faire avec ça. Donc il y a un certain côté anarchique, mais en fait l'expérience elle se joue sur le long cours déjà. Parce que on va faire 10 manches, on va passer de 1 carte jusqu'à 10 cartes, et le jeu il va être mouvant. On va commencer avec ces choses assez anarchiques, mais en même temps c'est facile de prévoir qu'on fera 0 pli. Et à la fin, quand on va avoir 10 cartes, le jeu il va être plus dur à lire parce que on va avoir quelques atouts, on va avoir quelques signes, une langue par là, une coupe à un autre endroit, et donc forcément on va avoir plus de difficultés à mener la partie. Donc il y a des prises de risques qui vont être différentes à chaque fois. C'est ça, on commence avec un jeu très chaotique, et plus ça va, plus on va avoir de la maîtrise, et un petit peu on va pouvoir sentir ce qui va se passer ou pas se passer, même si on a des cartes qui réagissent un petit peu dans tous les sens, et des fois elles sortent pas, tu vas pouvoir essayer de prévoir leur présence ou pas pour le nombre de plis que tu annonces. Alors c'est assez perturbant, souvent on a des jeux de whist comme ça où le nombre de plis que vont annoncer les joueurs, ils vont être soumis à contrainte. Ouais, genre t'as pas le droit de faire le nombre de plis exact. Tu peux pas dire soit un nombre de plis qui a déjà été annoncé, soit un nombre de plis qui correspondrait au nombre de cartes. C'est ça. Pour qu'il y ait quelqu'un qui se fasse niquer à tous les coups. Là, c'est pas le cas. Là, c'est open bar, mais c'est simultané. Du coup, il n'y a pas besoin de prendre en compte combien les autres vont faire par rapport à ça. On annonce tous. Si tout le monde est content et qu'on arrive au nombre de plis annoncés par rapport au nombre de plis qu'on va faire, tant mieux, tant pis, on va faire comme on peut dans tous les cas. Le fait est que ce chaos, plus ça va aller, plus on va arriver à le maîtriser parce qu'on va comprendre les tenants et aboutissants de chacun des effets des cartes. Ouais, parce que effectivement, il y a une courbe d'apprentissage, et sur une première partie, je pense que c'est à ça aussi que servent les premières manches, c'est que ça t'apprend à appréhender les premiers pouvoirs, les premiers trucs, sachant que tu peux compliquer le jeu. Ils ont prévu 100 000 trucs, genre les pouvoirs de pirate, la baleine, etc. Mais oui, en fait, c'est lourd. C'est lourd, et j'ai envie de peut-être
d'aller un petit peu plus loin et de dire ah ouais ok je vais peut-être commencer à 4-5 cartes et commencer à partir de là parce que une fois que tu commences à maîtriser un peu le jeu, t'as plus envie de faire le truc à 1 ou 2 cartes. Ah, mais c'est quand même difficile. On a passé la moitié de la partie à vérifier sur les 2 jeux le fonctionnement de ces sirènes, de ce machin qui fonctionnait comme ça. Oh là là, c'est compliqué pour un jeu où t'es juste censé faire des plis avec des valeurs et un atout, quoi. On se dit, c'est quand même super compliqué. Ouais. Et pourtant, c'est un jeu qui se veut familial dans sa cible. On est sur un truc chaotique, assez simple dans sa mécanique, mais tous les petits ajouts ont fait que c'est un jeu quand même très compliqué. Et du coup, on s'est posé la question. Alors, très compliqué, j'irai pas jusque là, c'est pas Ark Nova non plus, non, va pas déconner. Mais c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être trop compliqué pour sa cible. Après, c'était en fin de soirée, voilà, c'était pas non plus, on n'avait pas forcément l'esprit complètement libre au moment où on a sorti ce jeu-là. C'est vraiment peut-être le jeu de trop. Et pourtant, on est tous des gens qui avons déjà joué à des jeux de whist. On a tous joué à du whist, on a tous joué à des jeux de pli, et pourtant, effectivement, vous avez galéré. Ouais. Moi, je sais que j'ai joué avec des gens et ça pariait vraiment n'importe comment. Ça pariait le jeu, comme on est vraiment en simultané, comme on est vraiment dans l'impulsion de ce qu'on pense qu'on peut faire avec seulement l'indice de son propre jeu et pas les indices des mises des autres joueurs. On est vraiment dans l'impulsion de dire je peux faire ça. Il y a un petit côté panache qui fait vivre le jeu, je trouve. Et le côté mécanique de est-ce que je vais arriver à faire ci, faire ça, pour moi, il est vraiment en dessous. C'est pas ce qui m'intéresse dans ce jeu en fait. Je conçois que ce soit important de le considérer pour arriver à faire des plis ou arriver à ne pas faire des plis parce qu'à un moment tu as aussi envie de pas faire de plis parce que encore une fois 0 pli est une mise valide et elle peut être très importante. Mais par contre, c'est pas l'important pour moi. L'important c'est comment tu vas empêcher quelqu'un d'avoir son bon de plis, comment tu vas donner plus de plis à un adversaire pour qu'il se foire, comment tu vas arriver à faire ton truc et conjuguer tous ces objectifs avec la main que t'as, c'est un dilemme cool en fait. Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'on a autant on a râlé au début en disant OK, c'est compliqué, il y a rien qui marche et tout. Et plus on est rentré dans la partie, plus on a saisi les trucs intéressants. Plus on a saisi comment faire des points, ce qui en rapportait plus que d'autres et comment l'interaction du jeu était quand même assez omniprésente et vacharde. Parce que comme tu le dis, au début on t'annonce ce que tu veux et plus ça va aller, plus il y a des joueurs qui vont tenter de faire des 0 plis parce que à la fin de partie, c'est super rentable. Et ça, quand un autre joueur qui a lancé 3 ou 4 plis, tu peux pas le laisser faire. Parce que si jamais tu laisses les autres joueurs faire 0 plis, ils vont se gaver bien plus que toi. Donc tu vas te sacrifier et faire la connivence avec les autres joueurs en disant on peut pas le laisser faire 0 plis. Ce pli-là, tu le veux, je le veux aussi, mais on va essayer de mettre des trucs tout pourris pour qu'il le récupère quand même et qu'il foire son 0. Et cette connivence entre les joueurs qui sont des concurrents tout le temps, elle fait qu'elle apporte un truc super agréable au fil de la partie. Ouais, et en fait, je pense que vraiment, c'est un jeu de pli, c'est un bon jeu de pli dans le sens où c'est un jeu de pli qui a une courbe d'apprentissage. C'est un jeu qui sait te récompenser quand tu sais maîtriser son chaos, mais ça fait que l'expérience de la première partie, elle est naze. Elle est dure, elle est chaotique, et tu l'apprécies pas forcément, t'apprécies pas le jeu forcément à sa juste valeur, parce que t'as besoin de sentir comment va évoluer le jeu, de sentir les enjeux du jeu, et qu'ils sont pas immédiatement perceptibles. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça allait fonctionner et que ça n'a pas fonctionné, c'est que, en fait, les premières manches, quand on a 1, 2, 3 cartes, en fait, on a un nombre de plis très faible, mais du coup, effectivement, on a un jeu chaotique, mais on apprend à gérer les enjeux. Sauf qu'en fait, on se rend compte de l'ampleur des enjeux qu'il y avait au début, après. Et du coup, on a déjà râlé. Donc, voilà. L'expérience de jeu est un peu difficile, peut-être. On a rentré dans le jeu avec cette casquette de professionnel en alignant tous les défauts, en disant ok, c'est pas accessible, c'est pas facile à rentrer, la couverture, elle respire rien. Il y a plein de défauts qu'il faut. Moi j'aime bien la couverture. Moi j'aime celle de toute cette couverture. Celle de Schmidt de 2014, elle était vraiment dégueulasse. L'ancienne édition était vraiment spéciale, mais plus. Non, dégueulasse. Là, cette période, voilà. Moi je préfère l'ancienne, ce nouvelle qui est toute sombre, qui fait des pirates vaudou, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, il y a plein de petits facteurs qui te bloquent à l'entrée de ce jeu, mais qui, une fois qu'on maîtrise, qu'on a passé ces 2, 3, 4 parties d'introduction pour vraiment comprendre le jeu et avoir la subtilité de chacune des cartes, je peux comprendre qu'il devient plutôt satisfaisant et plus agréable. Mais c'est du coup difficile de proposer ça à un public auquel il est destiné, qui est un public familial plus, pas tellement plus, pas des gamers. Sauf s'ils sont grave motivés par les jeux de pli.
Ouais, et encore, il faut quand même qu'il passe ces premières étapes, c'est pas évident, mais voilà. Je pense que c'est un jeu qui se dessine à être joué en famille par des gens qui ont pas 50 000 jeux, qu'on ont un, qui aiment bien un jeu de pli et qui vont y retourner et qui vont apprendre à l'apprécier petit à petit et qui vont y retourner et se faire bien plaisir parce qu'ils le maîtriseront au bout de plusieurs parties. Et ils auront du contenu en plus parce qu'ils auront les pirates spéciaux, ils auront la baleine, ils auront plein de trucs à rajouter. Et en fait, il y a quand même un certain potentiel pour étendre le jeu. À noter que dans la partie qu'on a joué, on a joué à la version classique au niveau du scoring, mais il y a une version un petit peu plus coolos qui fait perdre moins de points si tu rates. Voilà. Il faut savoir que nous, on a joué en mode hardcore traditionnel, quoi. Voilà. Donc finalement, une grosse porte d'entrée, une marche un petit peu haute pour rentrer dans le jeu. Mais une fois qu'on est rentré dedans, je pense qu'il peut vraiment être apprécié par un public qui est plutôt familial. Ok, on va passer sans plus attendre au deuxième jeu, et le deuxième jeu sera Volto. Allez, on passe tout de suite à Volto, qui est un jeu tactique stratégique, où on va se croquer les pièces, un petit peu comme les échecs. Oui, alors c'est un jeu déjà dans lequel on a 10 pièces chacun, et elles se font face à face, comme aux échecs. Cependant, vous êtes le seul à voir les mouvements des pièces et la nature de vos pièces. L'autre ne verra que vos masques, puisque ça se passe pendant le carnaval vénitien. Et donc, vous allez avoir 3 conditions de victoire dans Volto. La première, c'est d'amener votre prétendant dans le palais adverse. Dans ce cas-là, vous avez immédiatement gagné. Si on vous mange votre prétendant, vous avez perdu et votre adversaire a gagné. Et on a également 2 pièces qui vont avoir une fonctionnalité un petit peu particulière. Ce sont les demoiselles. Et si on vous les capture, en fait, c'est bon pour vous, parce que non seulement vous vous débarrassez de la pièce qui vient de la capturer, mais en plus, si on vous capture votre deuxième demoiselle, vous avez gagné la partie. Et ça change beaucoup de choses. Parce que dans l'économie d'un jeu comme un jeu d'échecs, typiquement, on a envie de prendre toutes les pièces. Dans les dames, on a envie de prendre toutes les pièces. Mais là, si on a capturé une première demoiselle, la deuxième fait très peur. C'est un jeu abstrait, mais qui va avoir quand même une certaine thématique. On va jouer donc des prétendants au titre de doge à Venise. On va jouer sur un petit tapis qui représente la place Saint-Marc. On a le prétexte des masques pour représenter le fait qu'on ne voit pas les pièces adverses. Du coup, on a une certaine thématisation pour un jeu abstrait qui est plutôt mignon, avec des graphismes plutôt épurés. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Ouais, j'ai trouvé ça super chouette. Cette petite boîte avec ces petits personnages qui sont super agréables, super jolis, bien édités, c'est un plaisir à manipuler. Ils tiennent plutôt bien. Et les informations qui sont marquées à leur dos sont très claires. À aucun moment tu poses une question, l'ergonomie elle est nickel. Donc tu as tout de suite dans le jeu en disant ok, ce bonhomme je vais pouvoir le déplacer, il fait ça, il n'y a pas de question. Donc on rentre très vite dans le jeu. Et très vite, ça devient vite tactique. Ouais, c'est des parties de 10 minutes, c'est pas des parties qui durent très longtemps comme par exemple les échecs. Si on réfléchit un petit peu, ça peut durer un peu longtemps. Ici, en fait, le fait de pas connaître va de toute façon inciter à avancer. Et comme on a envie d'avancer pour aller au palais adverse avec son prétendant, on a tendance à lancer ce mouvement même avec nos autres pièces pour capturer des pièces, récupérer des leurs, etc. Et finalement, en fait, on se retrouve dans une position très rapidement où on est aux prises avec l'autre et en fait, on est dans le feu de l'action très très vite. Ouais, on est dans un jeu de bluff, clairement, où le positionnement de nos pièces peut changer à tout instant. On va essayer de se faire des petites tactiques en mettant un petit peu un appât à notre joueur pour voir s'il va mordre et tomber dans les pièges qu'on va mettre. C'est un jeu qui me fait penser, moi, à des jeux qui s'appelle Stratego, qui est un vieux jeu de GSS des années 80-90, où justement on avançait masqué. Là, on a un peu le même système avec ces quelques pièces qui ont les effets différents. Et c'est très très agréable mettre en place un petit peu nos pièges pour aller chercher l'adversaire, lui croquer les pièces sans se faire avoir. Sachant qu'effectivement, il y a quand même des pièces un petit peu particulières. Donc on a parlé des demoiselles. Ce qu'on n'a pas dit sur les demoiselles, c'est qu'elles peuvent pas capturer de pièces adverses. Donc, à un moment, tu peux placer une demoiselle en position de gagner, mais en fait, si tu la places en position de gagner et que ton adversaire dit, vas-y, essaye de gagner, sans te la prendre, et que toi, tu dis, non, en fait, je vais pas gagner. Il sait que c'est une demoiselle, du coup, c'est pas incroyable. Donc, il y a plein de petites subtilités comme ça, ou un garde qui ne fait qu'avancer tout droit, mais qui peut avancer d'autant de cases qu'il veut, donc peut-être que vous allez faire 1-1, et puis après 3 cases. Ça va surprendre un petit peu, il va y avoir des coups fourrés, des petits mouvements un petit peu rigolos quand même. On prend son plaisir, un malin plaisir. On a fait une partie où j'avançais toutes mes pièces en diagonale, et Fred se dit, mais attends, il a quand même les nobles qui avancent droit, quoi. Et ouais, j'étais en diagonale, tout allait bien, j'étais droit dans mes bottes, et... C'est ça, on passe son temps à... Alors il y a beaucoup de mémoire dans le jeu, parce que tu essayes de te rappeler quels ont été les coups
qu'ont fait les adversaires. Est-ce qu'il avance toujours en diagonale? Parce que si jamais il y en a un qui change de système, c'est que c'était pas finalement son truc imposé et que c'est potentiellement soit une demoiselle, soit le roi adverse. Donc tu essaies de te rappeler ça, mais en plus, tu essaies de te rappeler ce que tu as imposé à tes propres pièces pour piéger l'adversaire. Ouais. En disant, on va faire lui depuis le début, je déplace tout droit, donc il va prendre que c'est un noble, mais finalement, c'en est pas un, c'est une demoiselle, donc il faudrait qu'il me le croque. Donc faut pas que je change de chemin au fur et à mesure. Donc il faut se rappeler de ce qu'on fait, de ce que fait les autres et tout. C'est une composante mémoire sans non plus être un memory. On n'est pas du tout là-dedans. C'est une composante qui permet de mieux jouer. C'est ça, c'est effectivement, comme tu dis, un élément de compétence du jeu et pas un élément nécessaire au jeu. Mais clairement, en fait, on se retrouve assez vite dans la situation où on a envie de bluffer. Et donc, pour bluffer, il faut se souvenir un petit peu de ce qu'on a fait et voilà, tendre un piège. Après, c'est toujours une grande question, le bluff. Je sais qu'il y a des joueurs qui détestent ça parce qu'ils n'y arrivent pas. Là, comme il n'y a pas de composante vocale, qu'on déplace juste des pièces. Exactement. C'est le jeu qui bluffe, c'est pas les personnages. Donc c'est pas un vrai jeu de bluff. On est vraiment dans je fais un coup qui est un coup de bluff, mais ça se laisse pas transparaître. C'est pas l'humain qui bluffe, c'est les pièces du jeu qui bluffent. Donc effectivement, ça décomplexe un petit peu les gens qui ne savent pas mentir ou bluffer à l'oral. Et donc vraiment la bonne idée du jeu, c'est ces demoiselles, parce qu'elles twistent tout. Et la preuve, quand tu m'expliquais le jeu, je venais de me réexpliquer le système de demoiselles parce que j'y croyais pas. C'est super rare d'avoir un jeu dans lequel si tu te fais prendre tes personnages, tu gagnes. Et c'est perturbant. Et le jeu pourrait très bien exister sans ces personnages, juste avec le roi, et on se déplace, et ce serait complètement classique. Mais ces deux personnages, des demoiselles que tu cherches à te faire croquer en le faisant un leurre, ça te rapporte une tension et un plaisir de jeu qui est assez ouf. En fait, ce que je trouve de très intéressant avec les demoiselles, c'est qu'elles viennent renverser la dynamique habituelle des jeux de ce genre. Parce que normalement, aux échecs, tu as intérêt à prendre toutes les pièces que tu peux, parce que tout simplement, tu manges de la valeur et des possibilités à l'adversaire. Ici, quand tu commences à grignoter, tu libères de l'espace à ton adversaire. Déjà, tu te dis, peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de trop lui libérer d'espace, même si tu t'en libères pour toi aussi, donc globalement, ça reste quand même assez intéressant de manger. Mais dès que tu lui manges une demoiselle, t'es à 50% de la défaite. Et tu perds ton personnage. Et tu perds ton personnage. Donc, t'as perdu un personnage que t'as avancé, l'adversaire voit ce que c'est, c'est vraiment le désastre quand ça arrive. C'est pas pour autant que t'as perdu. Non. Et ça, c'est assez incroyable, c'est que... T'es encore dans le jeu, mais t'as la tension maintenant. T'es en tension, t'as perdu une vie sur deux, mais par contre, Donc tu vas peut-être changer d'axe plutôt qu'essayer de croquer à tout va. Tu vas essayer d'amener ton roi au bout avec une petite technique en mangeant ceux qui sont au passage pour te protéger. Bref, c'est un jeu qui a plein de petites tactiques différentes. Ouais. Où tu peux jouer de plein de manières différentes et qui est quand même vraiment malin. Dernière chose qui est hyper cool et qu'on a assez peu exploité dans nos parties, c'est qu'en fait, on met en place notre stratégie en mettant en place, donc c'est-à-dire qu'on prend nos pièces et on les organise comme on veut. Ouais. C'est-à-dire que si on veut, on peut mettre son roi devant, l'avancer en premier, y aller open bar, c'est gratuit, ou alors on peut le mettre vraiment au fond, dans un coin. Mais voilà, on peut créer des situations dans lesquelles on est vraiment dans un jeu assez libre et hyper asymétrique. Donc, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas comment et ça, c'est vraiment hyper agréable à jouer. C'est ça. Donc voilà, belle découverte. Alors faut aimer quand même un petit jeu abstrait, parce qu'on est sur quelque chose un petit peu cérébral, un peu mécanique, mais c'est pas compliqué. C'est un jeu qui est plutôt léger, qui est très accessible. Tout est lisible sur les icônes. Donc franchement, allez-y. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le jeu abstrait, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée, parce que tu peux pas prévoir 4 coups à l'avance. Tu fais vraiment à tâtons. Et finalement, ça peut libérer quelques frustrations qu'on peut avoir par rapport à ce type de jeu-là. Donc, une belle porte d'entrée pour le jeu abstrait, avec des twists très intéressants et des parties qui durent 5-10 minutes. Vraiment plaisant. Bref, belle découverte. C'est approuvé. On va passer au 3e jeu. C'est parti. Et on part dans les bois, on part dans la forêt pour faire une petite cueillette de champignons. Exactement, on va cueillir des champignons dans Wonderwoods et c'est donc un jeu dans lequel on va essayer de récupérer des champignons qui valent des points. On a plusieurs coins à champignons et lorsque vous jouez, vous allez tout simplement placer un ou plusieurs paniers dans des coins à champignons, mais attention, vous devez vous placer sur des emplacements libres et ça va vous permettre de récupérer un champignon du coin. Les champignons vont valoir un certain nombre de points. On ne sait pas exactement combien en début de partie, mais on a une main de cartes champignons et c'est des cartes qu'il n'y a pas dans les coins à champignons. Par contre, on connaît la répartition de points des cartes et donc on sait que potentiellement il y a certains coins qui valent le coup, d'autres qui ne valent pas du tout le coup, mais on n'en a jamais la certitude. Et c'est à peu près tout. Il y a juste un petit truc qui arrive à la fin de chaque manche, c'est que si vous avez la majorité de paniers sur un coin à champignons, vous récupérez des champignons bonus et c'est vraiment tout. Ouais, c'est un jeu que j'ai trouvé super bien édité. Il est super joli. Cette couve
Alors, elle te surprend pas, hein. Tu vois les champignons, tu vois les champignons partout, tu vas cueillir des champignons. Et quand tu ouvres la boîte, t'as tes petits champignons, les petits paniers, tout est super coloré. Moi, ça m'a donné super envie de jouer. Et quand on a expliqué les jeux, ça m'a vraiment très rapidement fait penser à un ancien jeu qui s'appelle The Boss, Ouais. qui est un jeu pareil, à information partielle, où on va essayer de déduire les potentiels d'intérêt de certaines zones où on va aller se placer. Là-bas, c'est avec de la majorité, là, c'est pas de la majorité directe. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux, cette information partielle que les joueurs vont devoir donner petit à petit, sacrifier pour que les autres en obtiennent, mais on va essayer de faire en sorte de donner les moins bonnes informations. Alors, il y a un truc que j'ai pas pigé, par contre, c'est pourquoi est-ce que les champignons donnaient des points et pourquoi il fallait pas donner les infos sur les coins à champignons. Alors, Thématiquement, la thématique m'a complètement tu échappé. ne dis pas où ils sont les bons champignons. C'est très joli, mais alors par contre, l'histoire que ça m'a raconté, c'est vraiment des papis qui ont pas envie de raconter leur coin à champignons et c'est pas là-dedans que j'ai envie de me projeter. Ouais, par je contre. comprends. Alors que j'aime bien aller cueillir des champignons, sachez-le. Mais là, dans le jeu, c'est pas quelque chose qui t'a parlé. Je peux comprendre que thématiquement, ça marche pas complètement là-dessus, même si éditorialement, le jeu est quand même très satisfaisant. Et je trouve que il y a une certaine osmose entre les actions, parce qu'en fait, à ton tour, tu vas simplement investir un lieu, récupérer les champignons, et après c'est aux joueurs suivants. Et les coûts vont en augmentant. C'est un peu comme dans Alerto, qui n'a pas du tout le même format, c'est un jeu beaucoup plus gros, où plus une action est prisée, plus elle coûte cher. Et là, c'est exactement ça. Plus un coin à champignons est prisé, plus il coûte cher, et moins il y a champignons dedans. Et les champignons sont en quantité limitée, on y reviendra. Mais du coup, on se dit, en fait, pourquoi dépenser plein de mes jetons paniers pour aller là, alors que je pourrais choper des jetons ailleurs? Et en même temps, si des gens sont en train d'acheter des champignons dans le même coin parce que ça coûte super cher, peut-être que c'est parce que les champignons sont bien et qu'ils valent plein de points. Mais peut-être que ça veut dire que si vous allez ailleurs, vous allez récupérer les majorités plus facilement et que vous allez quand même récupérer des points. Donc il y a une certaine osmose dans le système qui est un peu magique, qui est bien calculée, mais qui m'a laissé un peu froid. En fait, on alterne entre la tactique, le hasard, la déduction, le bluff et l'opportunisme. On a plein de paramètres comme ça, et ça a un côté sympa. Moi, j'aime bien aller chercher le potentiel meilleur coin champignon, tout en laissant penser aux autres que c'est celui-ci, mais pas vraiment avec des petits coups de bluff. Mais là où le jeu m'a un petit peu laissé un petit goût bizarre, c'est que on va pas forcément jouer le même nombre de coups avec tous les joueurs. Étant donné qu'on va devoir dépenser les paniers pour aller chercher les champignons, au début les coins sont pas très prisés, on peut y aller avec peu de paniers récupérer les champignons, mais plus ça va, plus les coins sont pris. Et suivant le nombre de paniers qu'on a, qui va être fluctuant, on va pouvoir plus ou moins faire de tours d'action. Et quand on va aller dans un endroit où il n'y a plus assez de place parce qu'il te manque un panier et tu as besoin de 3 paniers, tu n'en as que 2, tu joues pas ton tour. Ouais. Et ça, c'est une frustration assez dure, sachant que les autres ont joué 3 tours, toi tu n'en as joué que 2. Oui, après ça, le premier joueur tourne, etc. Et un truc qu'on n'a pas encore dit aussi, c'est que à la fin d'une manche, en fait, vous pouvez révéler une carte. Et quand vous révélez une carte, vous la placez dans le coin à champignons qui correspond. Donc vous révélez une info hyper importante pour tous les joueurs, parce que ça va se compléter à leurs informations. Et donc ils sauront une carte qu'il n'y a pas et qui n'est pas présente, une valeur qu'il n'y a pas dans un coin à champignons. Vous faites ça pour récupérer un nouveau panier et donc une nouvelle possibilité d'action. Et donc effectivement, comme tu le disais, le nombre de paniers qu'on a dans une partie, il va être fluctuant. Il y a des gens qui pourraient décider de ne pas révéler d'informations, qui ont des meilleures informations, et surtout qui vont faire des choix plus éduqués, mais qui auront moins de paniers. Donc il y a vraiment un espèce d'équilibre à trouver. Et si on pense être bon, en fait, peut-être que la bonne solution, c'est de ne rien dépenser, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a cette question de majorité. Et donc, on est toujours un petit peu tiraillé. Je trouve que, pour moi, ça a plutôt bien marché, et que j'ai pas ce même reproche que toi à faire. Mais après, on a le droit de pas être d'accord, parce qu'on est des adultes. Et je me suis toujours retrouvé dans des situations où je savais que j'avais intérêt à faire une chose plutôt qu'une autre. Et finalement, il y a des moments où je me suis dit, j'ai dépensé une carte, j'ai montré une info qui était nulle, mais elle était nulle par rapport à ma main, mais par rapport à la main des autres joueurs, c'était pile l'info qu'il leur fallait. On peut jamais donner une information qui n'est pas importante pour les autres. Et d'une même manière, on peut parler un petit peu de ce main de départ, parce que finalement, on a des mains qui sont complètement asymétriques, complètement hasardeuses, et un joueur peut se retrouver avec des informations super intéressantes, là où d'autres n'ont rien de pertinent pour pouvoir arriver à déduire. Qu'est-ce que toi, ça t'a fait? C'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a une certaine moyenne. Et par exemple, si t'as que les valeurs moyennes en main, tu sais où ne pas aller pour avoir des valeurs moyennes, parce que le pari va être haut ou bas. Si t'as que des valeurs élevées, tu sais où ne pas aller, parce que les valeurs moyennes ou basses, y sont.
Et si t'as que des valeurs basses, ben en fait, tu sais où aller. Bah, disons qu'on a un joueur qui s'est retrouvé avec 3 informations sur un coin champignon, dont 2 qui étaient les plus grosses cartes, donc il savait que ce coin était pourri. Et il lui restait une autre information sur les 3 autres coins champignons, donc finalement, il était un petit peu perdu de savoir où est-ce qu'il pouvait vraiment aller. Donc ça crée une petite dissonance en démarrage en disant, bon, moi, il va falloir non pas que je fasse avec ce que j'ai en main, mais vraiment que je sente par rapport à ce que font les autres joueurs, quel est potentiellement le meilleur coin et aller prendre l'aspiration derrière. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est la dernière manche. Ah oui. Parce que la dernière manche, en fait, il y a une quantité limitée de champignons. Vous savez, hein, les coins à champignons, c'est pas infini. C'est pas infini. Et là, c'est clairement le cas. Il y a un moment où on s'est retrouvé, il y avait plus grand chose à faire parce qu'il y avait plus beaucoup de champignons. Et donc, en fait, le jeu, il finit un peu en flop. C'est ça. Et on s'est pas senti hyper satisfait de cette simple partie. Clairement. Autour de la table, on se regardait un petit peu en chien de faïence en se disant, il y a peut-être une manche de trop. Y a-t-il une manche de trop? Et effectivement, je pense qu'il y a probablement une manche de trop pour qui est là peut-être pour rajouter un petit peu de corps, un petit peu, mais ça rajoute pas assez. Enfin, ça fait retomber la tension et du coup, c'est peut-être pas une bonne chose. On était un petit peu déçus par ce dernier manche où finalement aucun joueur n'était satisfait. On se place vite, il y a plus de champignons, on va se placer sur ceux qu'on sait qui sont pas terribles, pas de satisfaction. Bref, un petit moins bien sur le dernier passage. Ouais. Je suis pas hyper séduit par le jeu, non seulement le thème qui m'évoque pas grand-chose, le fait que finalement ça soit pas hyper contemplatif, tu vois, c'est des mécanismes à la fois un peu gamer et puis parce que mine de rien, il y a de l'info cachée, il y a de l'info partielle, il y a de la majorité, il y a du bluff. Tout ça fait que c'est pas tellement familial comme jeu, même si finalement le chaos fait que ça l'est. Le gameplay est très simple, le chaos fait que c'est familial, l'opportunisme aussi, mais par contre, t'as envie de calculer en fait, t'es incité le jeu par son système t'incite à essayer de maximiser tes points et à aller chercher de la probabilité effectivement. Donc le jeu est j'ai l'impression qu'il est un peu tiraillé et le design n'est pas il est pas hyper propre dans le sens où il essaye de t'amener vers des endroits qu'il peut pas satisfaire. Je suis d'accord. On a eu du mal à vraiment cibler quel était vraiment le public à adresser avec ce jeu-là parce que un petit peu trop gamer mais des trucs un peu trop chaotiques, pas évident. Donc on n'a pas été complètement satisfait autour de la table, sans dire qu'on a passé un mauvais moment, au contraire, parce qu'il y avait quand même de la satisfaction à cette déduction. Donc on a clairement plutôt apprécié ce parti, mais avec des côtés qui m'ont dit, il y a des choses qui nous gênent quand même, quoi. Effectivement, tous les jeux ne peuvent pas nous marquer en positif, c'est bien dommage. Vous aurez compris qu'on a été beaucoup plus mitigé sur Wonderwoods que sur les autres, même s'il y a eu de la houle sur Skull King. Voilà pour ce DLV, c'est donc notre avis. N'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire. Nous, on apprécie toujours de lire vos avis à vous. Si vous voulez retrouver plus de critiques et de news sur le monde du jeu de société, c'est sur ludovox.fr qu'il faut se retrouver. N'hésitez pas à partager cette vidéo, lui mettre un petit pouce bleu et également, si vous le souhaitez, à nous soutenir sur Utip. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr. Ciao.